Bienvenue Bruno Retailleau, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Quelle journée, j'ai envie de dire, je ne sais pas si elles étaient attendues, mais le président de la République recompose le gouvernement, lui donnera ce matin au Conseil des ministres la mission de transformer le pays, et lui-même, vous avez peut-être noté qu'il change de style et de forme. Est-ce que vous appréciez ces efforts ? Les efforts, c'est le style. Et on doit s'habituer avec Emmanuel Macron à ce que souvent la communication remplace l'action. Mais en politique, seuls les résultats comptent. Et s'il y a eu remaniement, c'est parce qu'il y a eu un échec. C'est parce que la politique d'Emmanuel Macron ne produit pas de résultats, ni en économie, ni en matière de sécurité. Mais lui qui est jugé arrogant, Emmanuel Macron, vous le voyez faire preuve d'un peu d'humilité, là, hier. Et il tend la main au corps intermédiaire et à vous, les élus. Écoutez-le. Parce que parfois, par ma détermination ou mon parler vrai, j'ai pu déranger ou choquer certains. Et j'entends les critiques. Nous avons besoin, en ces temps troubles, de toutes les énergies de la nation et de toutes les bonnes volontés. Et cela exige de s'appuyer sur toutes les forces du progrès et de la réforme. Les associations, les élus locaux, dans tous nos territoires, et en particulier nos maires, qui sont les premiers porteurs de la République du quotidien. Voilà, vous réclamiez la main tendue, il vous l'attend. Peut-être, mais qui est vraiment Emmanuel Macron? Qui sait qui est Emmanuel Macron? J'ai le sentiment qu'il interprète beaucoup de rôles successifs. Et là, on voit bien qu'il est toujours dans le « en même temps », puisqu'il a dit « j'entends les critiques, mais je ne change pas de cap ». Il a dit il faut maîtriser notre destin, mais en même temps, il est le président de la République qui va porter la dette à près de 100% du PIB. Et l'an prochain, le déficit sera tout proche de 100 milliards. Il a augmenté le déficit public. Pourquoi, dès qu'il y a eu le remaniement, vous avez dit ce remaniement, il ne servira à rien. C'est un rétrécissement du macronisme. Je crois qu'il vous est arrivé d'être moins prévisible. Non, mais ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il a fallu 15 jours pour remanier. C'est un des remaniements les plus longs. Et en même temps, c'est un des remaniements les plus insignifiants, au sens qu'il ne porte pas vraiment de message politique. Je pense qu'il traduit d'abord l'épuisement d'une présidence essoufflée. Il n'y a pas là la possibilité pour lui de mettre, et en même temps la droite, le centre, la gauche, avec Didier Guillaume, que vous connaissez bien du Sénat, avec le MoDem renforcé, on peut donner les noms, avec l'ouverture à ce qu'on appelle les constructifs. Non, ça ne vous convainc pas? C'est pas que ça me convient. Vous ne voulez pas être convaincu? Non, mais je leur souhaite réussir. Bien sûr, je connais Didier Guillaume, il connaît bien l'agriculture. Vraiment, je leur souhaite de réussir. Sauf que si vous voulez, pour qu'un remaniement puisse fonctionner, il lui fallu que Emmanuel Macron se remanie lui-même, en quelque sorte. Ben, il a commencé. Voilà, je pense que... Mais ce qu'il vous lui reprocher, c'est pas changer de cap ou ne pas changer de politique. Mais vous ne voulez pas qu'il fasse la politique de François Fillon, les Français l'ont élu pour faire le contraire. Non, je veux qu'il soit au rendez-vous de ses promesses. Il avait fait une première promesse qui est la plus importante pour moi, c'est la transformation de la France, parce que le monde a totalement changé, et dans ce monde qui change, il faut que la France puisse changer elle aussi. Or, ces réformes sont trop timides. C'est un peu de l'homéopathie, et je pense que ça ne peut pas... Et on le voit bien sur le chômage, on le voit sur la croissance, on le voit sur la dette. On a les plus mauvais, pratiquement, résultats d'Europe. Des 28 pays européens, ça devrait nous interroger quand même. Mais si cette équipe vous paraît, Bruno Retailleau, fatiguée, qu'est-ce que vous faites à droite pour débarrasser le pays de cette bande de nuls fatigués? Non, est-ce que la droite est prête à gouverner? Parce que est-ce que vous êtes prêt derrière, puisque vous l'attaquez? Qu'est-ce qu'il y a comme solution? Ce que j'essaie de faire, moi, notamment avec Force Républicaine, mais dans LR, c'est qu'on doit proposer. On ne doit pas se contenter de critiquer. Il faut faire des propositions. Les propositions, j'en ai fait par exemple sur l'islamisme. J'en ai fait aussi, et je vais en faire sur le modèle social français. Vous, mais pas LR. LR a commencé à faire des propositions sur la baisse des dépenses publiques. 20 milliards de moins de baisse des dépenses publiques. Je m'en félicite parce que pendant la campagne présidentielle, ça a été le cœur de notre action. Et on voit bien qu'en France, on ne pourra pas baisser les impôts. J'entendais une des informations sur votre chaîne ce matin, le prix du gazole s'envole. Pourquoi ? Pas parce que uniquement le pétrole monte, c'est surtout parce qu'il y a des taxes, toujours plus de taxes. Ces taxes représenteront 538 € à la fin du mandat d'Emmanuel Macron. Pourquoi vous estimez, dans le texte que vous avez publié hier, que le grand perdant du remaniement, c'est Édouard Philippe? Parce que, on l'a bien vu, il y a eu des commentaires. Je pense qu'Édouard Philippe a tenté d'imposer son équipe, par exemple, à l'intérieur. Il n'y est pas parvenu. C'est-à-dire, il a tenté d'imposer quoi?
des ministres plutôt Bien de la sûr. tendance de droite, Bien les sûr, Sarkozy, etc. Bien sûr, évidemment. Et d'ailleurs, ce psychodrame de 15 jours trouve son explication aussi là-dedans. Sauf qu'on est dans la Ve République. Et dans la Ve République, celui qui commande, le patron, c'est celui qui est élu. Ce n'est pas celui qui est Mais nommé. qui l'a oublié? Je veux dire, c'est celui qui est élu au suffrage universel. Un et qui est- Premier ministre ne doit jamais l'oublier. Ouais. Et est-ce que vous regrettez qu'il n'y ait pas eu de démission du Premier ministre, nouvelle nomination du Premier ministre, déclaration politique générale, Franchement, etc. non. Le remaniement n'est pas à la hauteur pour que le Premier ministre vienne faire une déclaration de politique générale. Une déclaration de politique générale, c'est pour exprimer un changement de cap. Or, Emmanuel Macron l'a dit hier soir, il n'y a pas de changement de politique. Voilà, malheureusement. Dans ce que vous venez de dire sur les rapports entre le Président de la République et le Premier ministre, est-ce que vous attendez, est-ce que ça laisse des traces? Quel type de traces? Et en même temps, vous y avez vu, vous, des crispations, des tensions? Et peut-être un bras de fer? Il y a eu sans doute un bras de fer. Moi, ce que je souhaite maintenant, c'est que l'équipe est désormais au complet. J'observe d'ailleurs qu'elle est plus nombreuse. Dans quelques mois, on va demander au Sénat et à l'Assemblée nationale de réduire le nombre de sénateurs et de députés. Mais j'observe qu'Emmanuel Macron s'exonère de cette règle qu'il veut imposer aux autres, avec un gouvernement qui est encore plus nombreux. Non, je leur souhaite vraiment de réussir, mais je voudrais simplement qu'ils prennent conscience que la France ne va pas mieux qu'il y a un an. Et il faut faire des réformes. Si on ne les fait pas, par exemple, les impôts, qui grèvent le pouvoir d'achat des gens, et il faut, pour baisser les impôts, baisser la dépense publique et s'attaquer notamment aux postes de la fonction publique. Mais vous lui demandez de transformer le pays, etc. Mais c'est ce qu'il a encore répété hier soir, Je en sais, 12 minutes, les changements, les transformations qu'il dit, il va au-delà des réformes. Mais est-ce que le vrai changement de gouvernement, il n'aura pas lieu dans 7 mois après les élections européennes? Sans doute, c'était le vrai rythme. Le problème de ce remaniement, c'est que ce n'est pas un remaniement choisi. Il n'y a pas de changement de cap. C'est un remaniement qui a été imposé par le départ de M. Collomb, qui d'ailleurs a fait une déclaration testamentaire abominable, apocalyptique, quand il a dit qu'aujourd'hui les Français vivaient côte à côte et que demain ils pourraient vivre face à face. Une sorte, comment dirais-je, de prédiction d'une possible guerre civile. Oui. Alors, oui. Et alors, guerre civile. Alors qu'il aurait pu lui trouver peut-être déjà des solutions. Bien sûr, d'une part. Mais quelle est la réponse d'Emmanuel Macron? Monsieur Castaner. Et alors oui, pourquoi vous en prenez déjà tellement à Christophe Castaner? Vous l'appelez le fidèle Castaner. Vous dites le choix le plus contestable. Il est communautariste. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout de suite, vous lui dites. Non, le choix de Christophe Castaner, le choix d'abord de Christophe Castaner, c'est plutôt le choix de la fidélité que de l'expérience. Pourquoi pas? Sauf que j'ai observé, puisque le pays doit affronter un mal qui s'appelle l'islamisme et le communautarisme. Or, j'ai observé qu'à plusieurs reprises, Christophe Castaner s'était clairement mis dans le camp des communautaristes. Par exemple, lorsqu'il avait indiqué que le voile islamique, c'était un peu comme le fichu de nos grands-mères. Voilà, ben non, c'est pas la même chose. Il n'y a pas cette équivalence. Comme il avait, par exemple, en mars dernier, dit qu'on pourrait rapatrier les djihadistes en France. Lorsqu'il avait dit que Daesh, ça n'avait rien à voir avec un État islamiste, mais que c'était simplement une bande d'assassins. Non, l'État islamiste n'était pas seulement... C'était des assassins, des meurtriers. Mais il se réclamait d'une idéologie totalitaire. Et donc, ce que je veux dire à Christophe Castaner, on peut tous s'amender, et j'espère qu'il va s'amender. Simplement, je le préviens, il n'y a jamais eu autant de violence en France. Mais que si on veut régler la question de la sécurité, de l'insécurité physique, on doit aussi régler la question de l'insécurité culturelle. Et mener une guerre sans relâche dans tous ces quartiers. Idées et au niveau de la sécurité. Idées, mais aussi au niveau de tous ces territoires perdus de la République, Jean-Pierre Elkabbach. Oui. Et il n'a pas l'outillage, je pense, en termes de conviction pour le faire, malheureusement. Vous lui dites qu'intellectuellement et politiquement, il n'est pas à la hauteur? Ah non, jamais je ne dirais ça. En tout cas, vous pensez qu'il n'est pas en mesure ou capable d'établir de bonnes relations sur l'islam politique et la laïcité. Que son logiciel politique ne lui permet pas d'appréhender la réalité de l'islamisme. L'islamisme se traduit par le djihadisme dans une forme violente avec le terrorisme, mais il se traduit par des avancées discrètes sur le territoire attendez français. ces actes. Mais non, parce que lorsqu'on est un homme public, Jean-Pierre Elkabbach, on pose des actes. Mais on fait des déclarations. Et je vous ai donné des déclarations. J'aurais pu vous citer ce fameux tweet où il répondait à Luc Ferry entre le réchauffement climatique et le djihadisme et l'islamisme. Truc de fou. Mais hier au Sénat, vous l'avez allumé. Il a servi de cible tout de suite dès ses premières paroles. Regardez l'incident. Vous êtes sorti de l'hémicycle. Je vais l'expliquer. Parce qu'en faire un sujet de petite politique politicienne ne me semble pas la meilleure façon d'agir.
Et donc il faut sur ce sujet ne rien lâcher, rencontrer les élus, travailler avec les élus comme nous l'avons fait ce matin. Travailler avec les élus, c'est rencontrer Madame Valls, que vous connaissez, et qui d'ailleurs est intervenue dans le même esprit que vous-même, et nous a invités à faire en sorte que nous puissions organiser une rencontre très vite, sur le terrain. Pourquoi? Dès la première apparition. Vous connaissez bien le Sénat, vous savez que c'est très très rare que les sénateurs quittent l'hémicycle. Pourquoi? Parce que Christophe Castaner a fait de l'ironie sur une question que posait Philippe Dallier à propos d'un gamin de 12 ans qui a été massacré par une bande. Peut-on faire de l'ironie là-dessus? Je pense que non. C'est la raison pour laquelle... Vous n'êtes pas trop susceptible, c'était pas de l'ironie. Non, non. Écoutez, quand on parle de ce genre de choses, on ne tombe pas dans l'hubris, si j'ose dire. En tout cas, depuis la démission de Gérard Collomb, Emmanuel Macron voulait sans doute Christophe Castaner à Beauvau, au ministère de l'Intérieur. Ça a traîné et il a eu, mais vous ne pouvez pas lui reprocher d'aller au combat avec ses fidèles. Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce que vous avez pensé de ce qui s'est passé autour de Jean-Luc Mélenchon? Hier, une perquisition chez lui au siège du parti pendant 7 heures. Est-ce que vous vous sentez solidaire de Jean-Luc Mélenchon? En tout cas, moi j'avais été choqué, vous savez, par la psychiatrisation. Vous savez, pour Marine Le Pen, j'avais été choqué aussi que l'on confisque 2 millions d'euros. Je pense qu'on doit faire confiance à la justice, mais il faut aussi que la justice respecte la séparation des pouvoirs. Et pourquoi elle ne la respecte pas? Non, mais il faut qu'elle la respecte et je pense qu'on combat. Moi, je vais vous dire, je ne suis pas mélenchoniste et je ne suis pas non plus mariste. Mais vous dites qu'il faut un traitement particulier pour les parlementaires. Non, simplement, non, mais franchement, demander à Marine Le Pen de faire une étude psychiatrique, franchement. Mais c'est pas je pense que ça dépasse. Est-ce que pour vous, c'est demandé par le gouvernement ou il y a une instruction? Non. C'est les juges qui fonctionnent de cette manière. Non, mais simplement, dans une démocratie, la démocratie, ça n'est pas le gouvernement des juges. La démocratie, c'est aussi que les élus se plient aussi à toutes les lois de la République. On n'est ni au-dessus, mais on n'est pas non plus au-dessus des lois. Jean-Luc Mélenchon a dit que c'est une opération de police politique. Et le Premier ministre lui a répondu, la justice est indépendante. Qui croyez-vous le plus? Écoutez, l'avenir le dira. Ah, parce que vous pensez que c'est peut-être une opération politique? J'espère que non. Autre chose, un problème dont la presse américaine et anglo-saxonne parle et nous beaucoup moins. L'Arabie saoudite organise à partir de mardi pendant 5 jours un Davos du désert, un Davos des sables. Les dirigeants politiques et économiques de la planète vont se retrouver, ils sont invités. Depuis l'assassinat du journaliste Khashoggi, beaucoup hésitent ou se désengagent. Des Américains quelquefois, mais pas les Chinois, pas les Russes, pas un certain nombre de Français. Si vous étiez invité, est-ce que vous iriez? Non. Non, moi j'appellerais même, si j'étais le chef de l'État, un boycott. Je pense qu'il y a cette opération Khashoggi. Je voudrais simplement dire aussi, puisque nous parlions de l'islamisme, que le wahhabisme est une des sources d'irradiation en réalité de l'islamisme partout dans le monde et je pense qu'il faut combattre en même temps cette idéologie qui est diffusée aussi par l'Arabie saoudite et ce qui s'est passé vis-à-vis de ce journaliste est proprement inacceptable. J'espère qu'Emmanuel Macron n'ira pas. J'espère qu'aucun des ministres français ne foulera le sol de l'Arabie saoudite. Il faut élever une protestation extrêmement ferme vis-à-vis de ces dérives. Des emplois. J'ose pas dire des armes, ce sont des échanges. Beaucoup de pays le ménagent. Je n'ose pas parler de MBS, Mohamed Ben Salman. Eh ben moi j'en parle, voilà. Il n'y a pas de contrat qui tienne devant la réalité, devant cette vérité. Le président Macron aurait renoncé et participé, mais il y a des patrons français, Bruno Le Maire, ont prévu de s'y rendre. Vous lui dites, il ne faut pas y aller. Oh, je doute que Bruno Le Maire s'y rende. Oui, même si on est habitué, avant même ce Davos des Sables, à ce que la puissante Arabie saoudite et influente n'ait jamais arrêté les décapitations et les lapidations. Et Donald Trump a dit, mais il faut lui accorder une présomption d'innocence. Vous dites non. Non, mais attendez, tout conduit, l'enquête actuelle turque et d'un certain nombre d'enquêteurs internationaux conduisent à la même piste. Voilà. La bataille des Européennes a commencé, elle va être sans doute âpre. Emmanuel Macron appelle, vous l'avez entendu au rassemblement. Vous, qu'est-ce que vous espérez, qu'est-ce que vous redoutez de ces combats qui arrivent dans le monde tel qu'il est, dans l'Europe, le monde qui se fracture, comme dit Emmanuel Macron, dans l'Europe qui bascule, on va le voir encore aujourd'hui et demain. C'est une bonne transition. Bien sûr que le tragique est de retour. Et vous exprimiez, en posant la question sur MBS en Arabie Saoudite, cette idée que le monde est devenu de plus en plus violent, de plus en plus dangereux. Et la réponse vis-à-vis de cette violence du monde, cet ensauvagement, c'est une réponse continentale. C'est l'Europe. Jamais nous avons eu autant besoin d'Europe, mais jamais l'Europe a été aussi menacée de dislocation.
Et de ce point de vue-là, je pense que Emmanuel Macron, qui essaie d'utiliser à des fins de politique intérieure pour servir son petit profit personnel, l'Europe, en essayant de se poser en face des nationalismes, cette idée très manichéenne d'opposer le camp du bien au camp du mal, l'Europe se réduirait simplement à un choix binaire entre lui et les nationalistes. Ça vous gêne, parce que vous n'arrivez pas à choisir, parce qu'il y a quand même Orban, il y a Salvini, il le fait, non, ce que quelqu'un, il essaie de reconstituer ce qu'il fait. Appelé les fascistes. Bien sûr, le choix. D'ailleurs, au Congrès, j'avais dénoncé cette phrase Emmanuel Macron. Je pense que c'est inacceptable. Simplement, non, je pense que ça peut nous servir, malheureusement, puisque entre deux Europes, l'Europe de Madame Le Pen, l'Europe qui voudrait se disloquer, elle veut sortir de l'euro, etc. Et cette Europe fédérale où on aurait plus de technocratie d'Emmanuel Macron, nous allons proposer la seule Europe qui tienne, l'Europe gaullienne, l'Europe gaulliste, l'Europe européenne, bien sûr, l'Europe des possibles, une Europe démocratique, moins de Commission européenne, moins de technocrates, une Europe qui nous protège les frontières, les migrations, qui protège nos emplois, mais aussi une Europe qui se projette sur des grands projets. L'intelligence artificielle, par exemple, les projets de défense. On ne peut plus construire à nous seuls des systèmes d'armement qui soient puissants, qui puissent nous protéger. C'est ce que dit le président Macron, mais il n'est pas suivi. Il est seul. En même temps, posez-vous une question, Theresa May avec le Brexit, et en même temps, Mme Merkel a faibli par l'extrême droite. Il s'est fâché avec tout le monde. Il est seul. Bon. Monsieur Macron est seul sur la scène européenne. Donc je pense qu'entre Mme Le Pen et puis l'Europe chimère de Monsieur Macron, il y a cette voie qui sera la voie d'une Europe des possibles, la seule Europe qui puisse fonctionner. Et si on aime l'Europe, on veut une Europe qui fonctionne. Un mot, Gérard Larcher, les sénateurs en présence d'Édouard Philippe, vous avez observé hier un moment de recueillement en hommage aux victimes des inondations qui ont meurtri le sud de la France et l'Aude. Il y a une solidarité nationale à apporter. Est-ce que, hier, c'est Mme Belloubet qui disait que l'État allait financer un calculateur géant avec l'intelligence artificielle pour améliorer les performances et les prévisions de Météo France. La visite prochaine annoncée du président de la République dans l'Aude, est-ce qu'elle sera un réconfort suffisant pour les sinistrés ? C'est important. Il est allé il y a quelques jours à Saint-Martin. Moi, j'ai vécu, vous savez, Xynthia. Xynthia, c'était un drame. Elle était à toute la Vendée, 29 morts dans une seule commune. Le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, était venu très peu de temps après ce drame. Et j'espère bien que Emmanuel Macron se rendra, dès qu'il en aura le temps, se rendra dans l'Aude. Parce que ce sont des choses, des drames qui sont effroyables. Et je veux exprimer, bien sûr, à la fois l'hommage à tous les services de secours, mais en même temps, ma solidarité vis-à-vis des familles, des victimes. Merci d'être venu. Bonne journée. Bonjour à Taillon. À demain.